Bien, bonjour à chacun. La majorité vont nous regarder en replay. Plusieurs m'ont prévenu qu'ils étaient en vacances, en camping, à la montagne, à la mer. Et nous, on est là, on continue, on est sur le pont et puis on va voir ce soir deux sujets. Le premier, c'est avec Philippe, ben, qu'est-ce qu'on peut aller grignoter en ce moment si on se balade dans la nature? Et puis avec Sylvain, nous allons continuer d'étudier le sol, reconnaître les différents types de sols et comment faire pour bien fonctionner avec ces différents types de sols. Alors Philippe, si on va se promener entre deux averses, on peut manger quoi en ce moment? Bonjour à tous, oui effectivement, entre deux averses, on a eu un été, enfin un mois de juillet très pluvieux, et du coup il y a plein de plantes qui sont un petit peu en retard, ou qui refleurissent. Euh, Typiquement, alors la grande star, je dirais, des bords de chemin, de forêt, et même dans nos jardins, c'est l'ortie. Avec les températures qui sont pas trop fortes et la bonne pluie, on a de l'ortie qui est en train de repousser. Donc on se croirait presque en printemps. Donc pour rappel, l'ortie ça se mange aussi bien cru que cuit. Cru, c'est les petites feuilles très jeunes et puis cuit ou séché. Ensuite, on a donc le plantain, le trèfle. Dans la même famille que le trèfle, on a l'alléluia, euh, qui est en fait l'oxalis. Alors l'oxalis, en fait, pourquoi alléluia? Il suffit de se balader, de faire un peu de vie en milieu naturel, et puis de chercher un peu de goût, et vous vous rendrez compte que l'alléluia a un petit goût juste acidulé, qui peut relever vos salades sauvages. Euh, dans la même dans la même gamme des plantes qui sont un peu à ras du sol, on a les pierres. Alors les pierres des forêts qui n'ont pas forcément super bonne réputation, ou les pierres des prés, mais qui se mangent très très bien, qui a un petit goût de champignon. On a le lierre aussi, alors le lierre terrestre. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Alors, avec l'eau, effectivement, on a aussi le pissenlit, des pâquerettes. Euh, alors tout ça, ça se mange pour la plupart cru. Et les pissenlits, pour la plupart, c'est des repousses. Le gratron, qui est assez avancé. Donc, préférer les jeunes pousses plutôt que la tige un peu forte. Et puis les ronces aussi. Euh, Alors, c'est un peu particulier, mais typiquement, hier, je me suis fait une petite bouchée de jeunes pousses de ronces. Euh, alors, c'est mieux de le faire en salade ou en infusion, mais ça marche aussi en balade. Il faut s'habituer un peu au goût. Euh, L'oseille aussi, qui repousse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les nombrils de Vénus, pour certains, alors il faut vraiment les trouver à l'ombre, et puis dans des zones assez humides. On arrive bientôt au frêne, donc le frêne euh, qui va nous permettre de faire de la freinette. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des feuilles de frêne qui dégorgent un petit peu de sève, donc c'est assez sucré et ça permet de faire une petite boisson très légèrement alcoolisée et pétillante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bardane qui arrive vraiment sur la fin. Elle est déjà en fleurs, mais on peut encore en manger les feuilles. Dans les petits fruitiers, alors on est sur la fin aussi. Alors ça dépend des régions bien sûr, et de l'altitude, mais ici on a encore des prunes. Et puis on a le début des noisettes. Alors les noisettes fraîches, pour certains c'est un régal. Euh, Là qu'il est millefeuille aussi, qui repousse. Elle a déjà passé une floraison, mais ça repousse.
On est en pleine saison aussi de l'amarante. Donc là, faut pas hésiter. L'amarante, pour rappel, les feuilles se cuisinent comme les épinards. Cuit, c'est mieux. Cru, c'est un petit peu rêche. C'est riche en protéines, en vitamines, sels minéraux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, il y a la bourrache qui peut être aussi dans le jardin. Euh, Si, voilà, il y a le kénopode. Le kénopode, c'est aussi un peu sa pleine saison. La consoude qui a passé sa floraison et du coup qui repousse, donc si elle est dans une zone assez humide, eh bien elle doit être magnifique. Les pierres des bois, pouc, pouc, pouc. Et puis le pourpier. Ouais, je vais finir sur le pourpier. Le pourpier qui, dans les zones assez sableuses et sèches, enfin sableuses et humides, pardon, euh, qui doit se déployer en étoile. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors, c'est pas exhaustif, hein, bien sûr. On pourrait rajouter le sureau qui va pas tarder à arriver. Et puis, au mois d'août, fin août, début septembre, tout ce qui est mûr, les mûrs sauvages. Et puis, suivant les régions, commencer à avoir des petits poires, etc., quoi. Voilà, voilà, David. Et du coup, du côté de tes jardins, comment comment ça se passe aujourd'hui avec toute cette eau Alors, comment ça se passe? J'ai mes, j'ai tout ce qui est courges, tous les curcubitacées qui sont en sous-développement. Faut pas se le nier. Là où j'en ai mis qui était légèrement à l'ombre, il y a un petit peu d'oïdium qui se développe dessus. Donc j'ai mis euh, de l'infusion de bardane, de feuilles de bardane. En fait, la feuille de bardane, je la récolte pour la manger, et pour la manger, il faut la blanchir. Et donc, je me sers de l'eau de cuisson pour arroser et traiter contre l'oïdium. Pas de chichi, pas de gâchis. Et puis, les framboisiers se portent bien. Je me suis fait laminer mes salades par mes canards qui avaient fini l'herbe et qui ont réussi à passer dans mes zones de culture. Donc les salades sont un peu foutues. Enfin, sont converties en œufs, on va dire. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mes tomates qui ont chopé un peu de milieu, mais euh, dans, dans l'idée, de toute façon, là, je pars 15 jours en vacances. Donc, donc le jardin va se débrouiller. Et puis, voilà, les tomates, elles se débrouilleront toutes seules, comme des grandes. J'ai enlevé en fait les feuilles malades. Mais voilà, j'ai bien tout repaillé. Euh, le sorgho et puis le maïs sont un peu en retard parce que ça manque de chaleur. Et je me suis fait avoir en fait sur mes premiers semis où mes canards sont passés, les canards et les oies sont passés sur le maïs. Donc ça a pas trop aimé. Et le sorgho, à cause du manque de chaleur, a vraiment mis du temps avant de se développer. Euh, Bon voilà, dans les grandes lignes, tout se passe bien. Les lentilles ont un peu de mal. Le soja aussi. J'ai eu des attaques assez fortes sur de limaces, parce que c'est pas une zone où les canards ont accès. Euh, et puis tout ce qui est aussi oui, toutes les petites céréales, comme l'avoine, où je me suis chopé des maladies avec la flotte. Trop d'eau. D'accord. Et plus au sud, au cœur des Cévennes, comment ça se passe, Sylvain? Mon micro, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, Ouais. Du coup, c'est la première année que j'arrive au 14 juillet, j'ai quasiment pas arrosé le jardin parce qu'il pleuvait tous les 3 jours, et ce qui est très rare. Donc c'était assez sympa. Ce qui est moins sympa, c'est que du coup le milieu arrive à fond. Enfin, à fond,
va, quoi. Mais on a encore quelques pluies de temps en temps, du coup, ça mûrit pas, en fait. Donc, voilà, j'ai eu mes premières tomates assez tôt, mais le reste n'arrive pas. Et il faut surveiller le mildiou, donc j'enlève quelques feuilles malades, j'essaie d'aérer mes plants, et voilà. Sinon, les récoltes cucurbitacées, ça va bien, la courgette, concombre, ça va bien. Mais les nuits sont fraîches, quoi, donc c'est un peu particulier, mais bon, on va pas trop s'en plaindre. Il y a des années où c'est les canicules pendant 3 mois, donc c'est comme ça. Mm. Non, je trouvais important de commencer par ça aujourd'hui parce que il y en a beaucoup qui se sont lancés cette année et se lancer cette année, c'est un peu compliqué parce que déjà se lancer la première année, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Mais alors se lancer cette année, il faut d'autant plus de courage pour continuer. Alors, Et, ça va rassurer beaucoup de savoir que même les professionnels du jardinage et les amateurs très qualifiés ont quand même eux aussi un petit peu du mal avec les éléments. et moi, je me suis lancé aussi un peu cette année, si on veut, parce que j'ai récupéré 2 jardins. J'avais qu'un seul jardin l'an dernier, maintenant j'en ai 3. Et du coup, voilà, j'ai aussi des galères d'un jardin qui débute. Mhm, ça marche. Bon, très bien. Mais quelque part, David, Alors, ben, je te... Ouais. quelque part, David, en fait, on est toujours en train de recommencer chaque année. On apprend tous les ans, on apprend et c'est jamais la même configuration. Donc si ça peut encourager tous les nouveaux jardiniers, bah, tous les ans on réapprend et les éléments et ce qui se passe nous rappellent que être jardinier c'est d'abord être humble en gardant les yeux ouverts. Oui, puis on a aussi des belles histoires. Il va bientôt la poster, je crois, mais j'ai discuté avec David qui a eu énormément de problèmes l'année dernière et puis là, il est tout content. C'est une forêt vierge chez lui. Alors il dit, ça marche, quoi. Donc il va nous poster quelques photos et un petit témoignage dans pas longtemps Génial. pour encourager les débutants et les plus et les moins débutants. Alors Sylvain, raconte-nous ce sol. Est-ce que Alors, dans mon jardin, c'est le même sol que chez toi? je pense pas, je pense pas. Et je pense qu'il n'y a aucun sol qui est le même dans aucun jardin. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des grandes tendances. Alors, ben, on va essayer de comprendre un peu c'est quoi ces différents types de sols. Mais on est obligé du coup de reprendre aussi quelques points que David t'avait partagés dans les cours sur le sol à l'automne. Puis c'est bien parce que comme il y en a pas mal qui ont peut-être pas vu la vidéo, je n'ai pas écouté ta vidéo, mais je pense qu'il y a des éléments que tu avais déjà donnés. Et voilà, voilà. Donc si vous êtes prêts, on y va. Alors, juste partage d'écran. Alors, c'est bon, on y est. Voilà, alors, bon, j'ai pas fait toutes les animations que je voulais, désolé. Mais déjà, le but du jardin, pour comprendre le type de sol, il faut savoir faut rappeler un peu nos objectifs. Notre but, c'est quand même d'avoir un sol qui soit fertile, c'est-à-dire qui puisse produire des légumes. Alors, il y a tout le côté biodiversité qu'on encourage, mais quand même, c'est un jardin, donc on veut des légumes. Et le fait que des plantes sur un sol donné puissent donner des légumes, c'est lié à ce qu'on appelle la fertilité du sol. En fait, le sol, il permet de fournir aux plantes tous les éléments qui sont nécessaires pour la croissance. Et donc, que ce soit de l'eau, les minéraux, la matière, les éléments organiques. Et après, la plante fait le reste en utilisant le soleil. Donc voilà, ça c'est un peu notre base. Et en fait, on a 3 approches. Souvent, quand on décrit le sol, on parle souvent du côté physique, après on va parler du côté chimique, et puis on a toujours le vivant avec la matière organique qui est
qui est un peu la base de notre sol, mais le sol en lui-même, il est composé de ces différents éléments. Il y a des éléments physiques, les minéraux, il y a des éléments chimiques, les petites molécules qui vont faire des échanges entre la plante, entre les espaces organiques et minéraux. Et puis, il y a le vivant qui est là et qui se décompose petit à petit. Donc, on va faire un petit point déjà sur la partie physique et vous allez voir que ça se comprend assez facilement. Le physique, en fait, la base, c'est la granulométrie, ce qu'on appelle. C'est en fait la taille des particules. Quand on compare différents types de sols, on a des sols, on le voit visuellement, il y a des sols qui ont des gros morceaux, des grosses particules, et puis il y a des sols très fins, très doux. Et ça nous permet déjà de différencier plusieurs types de sols, et du coup de comprendre sur quel sol on fait le jardin. Alors, en fait, on distingue trois types de particules dans le sol. On a déjà les argiles qui sont minuscules, inférieures à 2 microns. Après, on a les limons entre 2 micromètres et 50 micromètres. Et puis, les sables qui sont entre 0,5 mm et 2 mm. Donc, le sable, on commence vraiment quand on le touche, on le sent, quoi, on le voit. Mais dans tous les types de sols, il y a un peu de tout ça, mais il y a quand même des dominantes. Donc en fait, si on prend le sol dans votre jardin, on aura des textures différentes, des proportions entre argile, limon et sable qui sont différentes. Donc la notion de texture, c'est quand même une des bonnes descriptions pour connaître les différents types de sols. On va dire, on va prendre trois types de textures principales. Donc, en fait, la texture du sol, si on prend les vilains schémas, comme on a trois types de particules, on a dit on a les argiles, les limons et les sables. Ça veut dire qu'on est dans trois dimensions. Donc, on peut éventuellement le représenter sur une sorte de triangle. C'est-à-dire, si je me mets en haut de la pointe du triangle, j'ai que de l'argile. Voilà. Si je me mets dans la pointe à gauche, j'ai que du sable. Et si je me mets dans la pointe à droite, j'ai que du limon. Et donc, selon où on se situe notre sol, si on dit j'ai 80% d'argile, je suis là, et j'ai 50% de sable, c'est-à-dire que je suis là, et 30% de limon, je suis là. Donc, on va faire les différents traits et on va se retrouver à peu près par ici, parce qu'on a beaucoup d'argile. Donc, on a un sol qui est argileux. Voilà, c'était un peu la petite séquence physique, pédologie. Mais on n'est pas obligé de rentrer de suite sur ce genre de schéma. Après, l'essentiel, c'est que quand on regarde le sol, on puisse comprendre. Évidemment, il y a des analyses de sol qui nous permettent d'avoir les pourcentages exacts. Pour un jardinier amateur, je ne pense pas que ce soit la priorité, mais ceux qui sont motivés, pourquoi pas faire une analyse de sol. Ça a un coût, quoi, entre 70 et 100 euros. Donc déjà, on va essayer de le voir à la vue. Donc, vous avez à la vue et surtout au toucher, essayez de voir si votre sol il est fin et s'il est grumeleux, s'il est sableux. Ça, on arrive à le voir. C'est pas très compliqué. Alors, en général, pour le toucher, on va prendre un toucher humide. C'est-à-dire, on met un peu d'eau. Et c'est comme ça qu'on va arriver à mieux sentir entre les doigts. Déjà les grains de sable. Les grains de sable, on les sent même bien quand c'est humide. Et au contraire, l'argile va être très, très collant. Il va rester un peu accroché au doigt. Et le limon, il va être doux, humide. Ça va se lisser facilement, mais sans coller. Voilà. Ça, c'est assez empirique, mais au moins, tout le monde peut le faire. Après, la méthode des boudins ou des anneaux. Alors ça, j'ai préparé, bon, j'ai pas tous les sols chez moi, mais j'ai pris un peu des sols autour de chez moi. En fait, on prend le sol, on le trempe, on prend une petite poignée, on le met dans de l'eau et on va essayer de faire un boudin comme quand on faisait de la pâte à modeler. Et par exemple, je sais pas, vous voyez la vidéo là, oui? Vous me voyez? C'est bon? Alors, là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un boudin
avec le sol qui est dans mon jardin. Seulement, dès que je vais essayer maintenant, avec ce boudin, de faire un anneau, c'est-à-dire de continuer à le travailler, mais au bout d'un moment, ça se casse. C'est-à-dire que mon sol, il est au stade boudin, donc on va dire qu'il est plutôt au stade limoneux. Là, j'ai pris un autre type de sol, j'ai pas réussi à faire un anneau, mais j'ai fait une arche. Donc, ça veut dire j'ai de l'argile quand même qui me permet de donner un peu de forme à mon sol. Donc, je suis argilo-limoneux, c'est un peu ça. Si j'avais vraiment que un sol argileux, ce que j'ai pas chez moi, donc j'ai pas pu vous donner l'exemple, je peux vraiment faire un anneau fermé et en faisant la pâte à modeler là. Et donc là, c'est assez clair. Et après, plus il y a d'argile, plus l'anneau il est fin, plus voilà, c'est pas du boudin juste plié, c'est vraiment un bel anneau. Et j'ai ramené aussi du sol sableux. Alors là, j'arrive même pas à faire du boudin. C'est-à-dire que quand je prends le boudin, j'en laisse la moitié sur ma main et le reste sur l'autre main. Enfin voilà, donc ça c'est clair, c'est du sol sableux. Donc voilà pour un peu déterminer la texture du sol. Et après, on va parler aussi petit à petit, quand on va prendre chacun des sols, les plantes bio-indicatrices vont nous donner des éléments parce qu'il y a des plantes qui aiment plutôt l'argile, d'autres qui poussent très bien sur le sable. Donc voilà, ça, on a parlé un peu la dernière fois dans la visio sur les plantes bio-indicatrices, mais ça nous suit un peu partout quand même. Alors, je vous propose, donc voilà, ça j'ai déjà vu. On va commencer par le sol argileux. Ah ben, j'ai oublié de mettre une animation. Là, il y a les chardons, liserons, plantains et pissenlits qui apparaissent. C'est un peu les plantes bio-indicatrices pour les sols très argileux. Donc, ça ne veut pas dire que ces plantes ne poussent pas ailleurs, mais quand vous êtes dans le cas d'une invasion de toutes ces plantes, il y a des chances qu'il y ait de l'argile dans votre sol. Après, il y a d'autres raisons si ces plantes sont là, il y a aussi d'autres raisons. Il n'y a pas que le sol, pas que la texture du sol, mais quand même. Alors, du coup, pour reconnaître un sol, enfin, les caractéristiques un peu du sol argileux, c'est qu'il va gonfler avec l'eau et quand ça va être sec, il va se rétracter. Et c'est pour ça qu'on va voir les sols avec des grandes fentes en été qui se craquellent. Ça fait un peu désertique, mais ça se trouve dans tous les sols argileux. Dès qu'il fait sec, on a des fentes dans le sol qui peuvent être parfois très profondes. Des fois, on arrive à mettre la main dedans alors que c'était censé être une terre cultivée. Donc, c'est ça. Si vous avez un sol argileux, il faut le savoir, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, l'argile, c'est des particules tellement fines qu'elles vont capter l'eau, elles vont garder l'eau autour de chaque particule. Et l'eau qui tombe va rester longtemps. Et par contre, quand elle n'y est plus pendant longtemps. Donc, on dit qu'il y a une forte rétention d'eau. C'est ça qui donne un peu ce côté collant quand c'est humide et dur quand c'est très sec. Ça a aussi des conséquences sur les éléments disponibles et donc sur la fertilité. C'est-à-dire que dans cette eau qui est liée très fortement aux argiles, il y a des éléments qui sont intéressants pour la plante. Du coup, si la plante elle a besoin de potassium et que le potassium il est coincé entre des petits brins d'argile, ben, il est tellement bien coincé, l'eau elle ne circule pas entre les brins d'argile et la plante. Du coup, la plante elle peut souffrir de potassium même s'il y a du potassium dans le sol. Donc, si vraiment on a un sol argileux, on a parfois on peut avoir quelques problèmes de fertilité. Donc, le potassium et le magnésium sont assez sensibles, sont assez facilement bloqués par les argiles en fait. Alors après, comme on a des sols argileux, ils vont garder l'eau. Du coup, quand on arrive au printemps, on a des sols qui ont passé l'hiver avec pas mal d'eau. Ils vont mettre beaucoup de temps à se réchauffer parce que l'eau, elle a une bonne inertie, elle reste longtemps.
Donc, c'est compliqué sur un sol argileux de faire des cultures précoces. Par contre, c'est sûr que tant que vous gardez l'humidité dans le sol, si vous n'aurez pas arrosé très, très souvent. Mais si l'eau elle reste trop longtemps stagnante, vous allez avoir de l'asphyxie. En fait, c'est les racines de la plante qui vont baigner dans l'eau et au bout d'un moment, elles vont vraiment manquer d'oxygène. Donc, ça peut poser quelques problèmes. Ensuite, concrètement, dans le jardin, les sols argileux, ça se compacte très, très, très facilement. Il suffit, moi, mon premier jardin, c'était un sol argileux. Et je sais que j'ai planté, voilà, je faisais en fonction du temps que j'avais. J'ai fait une série de plantations de mes tomates, de mes plants de tomates après une pluie. Ben, en fait, partout où j'avais marché, ça m'a fait une croûte, ça m'a fait un chemin qui était hyper compacté et que j'ai traîné presque toute la saison. Donc voilà, faut savoir qu'on évite de travailler quand c'est vraiment plein de travailler même de marcher en fait, des fois, ou de passer avec une boîte, quand c'est vraiment plein d'eau. Et alors, voilà, c'est vraiment le gros point, c'est la compaction du sol. Et sur le travail du sol, ben, on fait très attention parce que du moment qu'on travaille le sol quand il est gorgé d'eau, si on ne crée pas une croûte en surface, on la crée dessous et ça va bloquer au bout d'un moment les plantes. Euh, et puis, voilà. Alors oui, là, ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup quand on a un sol argileux? Donc, on peut mettre des engrais verts en particulier qui ont des grandes racines qui vont avoir un bon système racinaire. Donc, tout ce qui est les moutardes, par exemple, elles ont un bon système racinaire. Donc, en engrais vert, c'est pas mal parce que ça va décompacter tout ce qui est toute cette croûte du sol. Et après, pour anticiper un peu, il faut pas mal pailler pour éviter justement, pour que le paillage fasse un peu le tampon, qu'il évite que les écarts trop forts entre l'inondation et la sécheresse. Donc le paillage, il va réguler tout ça. Il va permettre à l'eau de descendre petit à petit dans l'argile. Voilà. Et du coup, ça va équilibrer un peu, ça va éviter que ça se compacte et ça va éviter les asphyxies, tout ça. Après, il y en a quelques-uns qui en ont marre des sols argileux et qui encouragent à presque reconstruire un sol. Je ne sais pas si j'encourage, mais quand on fait des buttes, finalement, c'est ce qu'on fait. Si on fait une butte en permaculture, on reconstruit un sol, on apporte de la matière organique, de la terre, du paillage, et on refait par-dessus l'argile tout un nouveau sol avec des composts. Alors l'argile est toujours là, mais il est un peu plus en profondeur et le mélange va se faire tout seul par les micro-organismes qui vont mélanger. Donc si vraiment c'est compliqué, c'est envisageable, mais je pense que c'est bien déjà d'apprendre à comprendre le sol pour pouvoir l'utiliser. Voilà pour le sol argileux. Alors excusez-moi, mes animations ça va pas très bien. Alors bon, le sol sableux, c'est totalement l'inverse du sol argileux. Alors, bon, on va essayer de comprendre, de commencer au début. Alors, sur les sols sableux, dans les plantes bio-indicatrices, en bas à gauche, là, vous pouvez avoir des carottes sauvages, les pensées des champs, les athémis. Alors, si vous êtes envahi, c'est possible que vous ayez un sol sableux, mais bon, il faut regarder tous les autres paramètres parce que des carottes sauvages, il y en a dans plein d'autres sols. Voilà, c'est pas la présence d'une carotte sauvage qui fait que vous avez un sol sableux, donc c'est juste ça confirme votre diagnostic que vous avez fait avant. Alors, en fait, le sol sableux, c'est hyper drainant, c'est tout l'inverse de l'argile, c'est-à-dire que les grains sont tellement gros dans le sable que l'eau, elle rentre et elle passe et elle sort, elle va en profondeur, elle va dans les rivières. Donc, ça garde très très peu l'eau. La conséquence, c'est qu'il va falloir irriguer assez souvent parce que l'eau part très vite. Et en fait, l'eau part très vite, mais c'est aussi la matière organique qui va partir avec l'eau. Et du coup, on a toujours une perte de fertilité dans les sols sableux. Donc là aussi, la fertilité, il faudra l'entretenir et régulièrement rajouter, parce
que on a toujours du mal à garder les éléments qui vont nourrir la plante dans les sols sableux. Et voilà, petit à petit, en rajoutant la matière organique, on va réussir à structurer un petit peu ce sol sableux pour avoir un peu moins d'eau qui disparaît. Alors, les sols sableux, ils sont souvent acides parce que c'est dû à leur origine, en fait. Le sable, pourquoi c'est des grosses particules? Parce que c'est des particules qui sont solides. Et les particules solides, on les trouve dans les roches acides. Donc, en particulier, alors j'ai dû le noter, non, c'est pas là. Donc, en particulier, le granit. Le sol sableux, c'est généralement sur des sols granitiques qu'on trouve du coup sur les moyennes montagnes. Il y a souvent du granit. En Bretagne, enfin côté massif armoricain, il y a des zones à granit. Donc souvent il y a ces petits grains de quartz toute cette structure qui fait que les sols sableux sont souvent acides. Après il y a sûrement des exceptions, mais voilà. Ensuite, on a sur un sol sableux, on a le sol qui va se réchauffer très rapidement, d'où c'est du coup le moment de faire des cultures précoces, les primeurs, tout ça, ça va aller très bien parce que dès qu'il y a un rayon de soleil au printemps, le sol va être très chaud, ça va germer, ça va pousser, c'est fantastique pour ça. Et les légumes racines arrivent bien à rentrer dans le sol, c'est très facile à travailler, les racines vont très profond. Donc, tous les légumes racines sont aux anges quand ils sont dans les sols sableux. Voilà, c'est assez sympa. Voilà. Du coup, comment faire donc, l'idée dans le sol sableux, c'est donc d'irriguer régulièrement, enfin, d'avoir de l'eau qui arrive régulièrement parce qu'on la perd assez vite, d'apporter de la matière organique pour que petit à petit le compost fasse qu'il y ait moins de sable, mais plus de ces petits morceaux organiques, de ces petites particules en décomposition. Du coup, ça peut permettre de retenir un peu l'eau. Et donc la matière organique, le compost, tout ça c'est important. Et le paillage pour éviter que l'eau circule trop vite. Alors, Sylvain, excuse-moi, quand tu dis paillage et apport de matière organique, est-ce que tu peux être un peu plus précis, comme par exemple l'épaisseur qu'il faudrait sur un sol sableux ou la composition? Alors, moi, j'aurais du mal à être plus précis parce que là, j'ai pas beaucoup pratiqué, j'ai pas de sol sableux en jardin. Sur la composition, l'idée, c'est d'avoir une matière organique qui se composte soit assez vite, soit qui est déjà bien compostée. Parce que en fait, si on met une matière organique qui est en train de se décomposer, au fur et à mesure qu'elle se décompose, elle va être lessivée, les éléments vont être lessivés. Alors que si on met déjà un compost qui est un peu mûr, il y a déjà une structure qui va stabiliser l'ensemble. Donc, si on met du fumier, je mettrai de préférence un fumier qui est composté et pas directement le fumier sorti des tables dedans. C'est pareil, voilà, si vous avez la possibilité, si vous avez un compost à la maison, dans le sol sableux, c'est bien de faire composter plutôt que de poser la matière organique directement sur le sol. Le risque, c'est sur un sol sableux, c'est que si on met de la matière organique fraîche, des épluchures, tout ça, elle va juste sécher et elle va pas avoir le temps d'être attaquée par les vers de terre et les micro-organismes. Et du coup, ça va faire un paillage. C'est pas mal, mais c'est pas un apport de matière organique, c'est un paillage. Je sais pas si ça répond un peu à la question. Et puis pour le paillage, moi je mettrais une grosse quantité parce que le problème c'est que ça garde pas l'eau. Donc toute l'eau qu'on garde grâce au paillage, c'est gagné. Voilà, mais j'ai pas trop voilà, les quantités, je peux pas t'en dire plus. Non, mais ça répond à la question. Pour avoir un sol limoneux sableux, c'est exactement ce que j'ai observé. Ouais, Et en termes d'épaisseur de paillage, je suis sur quasiment du 20 à 30 cm ouais, ok. pour avoir vraiment une bonne isolation et Mhm. pour éviter en fait le phénomène d'évaporation. Ouais, ouais. Et Mais puis,
Mm. Après, il faut pas hésiter, justement en termes d'irrigation, d'utiliser des Oyas, Oui. euh, ou vraiment de concentrer autour d'un point Mm, mm, les différentes espèces, vraiment concentrées au niveau des points d'eau, mm. parce que sinon en fait on se fatigue à arroser quoi. Ouais, et ouais, au goutte à goutte, voilà, tout ce qui est assez localisé. Et puis plusieurs fois, il vaut mieux arroser tous les jours un petit peu que une fois par semaine. Et j'ai l'exemple en comparaison. J'ai un ami là dans mon village, il a deux jardins, un dans deux vallées différentes, une sur du granit et une ici sur on est plutôt sur un côté limoneux, quoi. Et donc il a fait les mêmes conditions, il a planté ses oignons de la même façon. Et sur le sol sableux, il devait arroser tous les 3 jours, ouais, tous les 2, 3 jours en été. Et là, sur le sol limoneux, il venait 1 ou 2 fois par semaine, quoi. C'était assez clair. Donc voilà, une petite anecdote. Voilà pour le sol sableux. Alors, donc, on a bien compris que c'est totalement l'inverse du sol argileux. Et ben, entre l'argile et le sable, ben, on a les limons. C'est en fait, ah oui, non, c'est un génie. C'est un peu le Rolls-Royce du jardinier. Euh, donc le sol limoneux, il est globalement bien équilibré, quoi. En fait, on a une bonne rétention d'eau, c'est-à-dire que l'eau, elle n'est pas bloquée dans le sol, elle ne va pas faire cette colle, elle part pas de suite. La matière organique, elle a tout le temps pour se composter parce que justement, cette eau, elle reste, mais pas de trop, juste ce qu'il faut. Et du coup, en fait, comme elle se composte bien sur place, on a tous les nutriments qui vont rester sur place et c'est ça qui apporte la fertilité, c'est ce qui fait qu'un jardin, que les plantes elles poussent, c'est vraiment tous les nutriments qui sont pris dans le sol pour la plante. Et voilà, la porosité est équilibrée, donc c'est toute l'eau qu'il y a entre ces particules. Globalement, sur un sol limoneux, ça se réchauffe moins vite que sur du sable, mais ça va. Et la plupart des jardins, je pense beaucoup de jardins sont sur des sols limoneux. C'est vraiment ce qu'on cherche en général. Et si vous entendez parler sur les vieux jardins, demandez dans le village où était le jardin dans le village. Ils vont dire ben, le jardin était là et allez voir s'il y avait un jardin, même la génération précédente, c'est qu'il y avait des raisons. Souvent, c'est l'endroit où on a un bon équilibre en fait dans cette texture du sol. Alors, souvent, on trouve les sols limoneux proches des rivières parce que les limons, en fait, c'est la rivière qui a fait le tri entre les particules. Tous les argiles dans le cours d'eau sont partis dans l'eau, ils sont restés dans l'eau. Les sables, ils restent au fond, dans des endroits, au fond dans les endroits profonds de la rivière. Et en fait, dès qu'il y a une inondation, c'est le limon qui va se déposer sur les abords des rivières. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour que le jardin qui est en bord de rivière soit inondé. C'était il y a très longtemps. Mais n'empêche que ce limon vient, entre autres, parfois de la rivière qui a inondé à une certaine période, ou simplement des ruisseaux qui ont débordé, de la montagne qui s'est écoulée. En fait, c'est l'eau qui fait ce tri et qui sélectionne un peu ce limon. Alors, une des caractéristiques peut-être un peu plus négatives du limon, c'est qu'on a quand même un risque de compaction, mais ce n'est pas la même compaction que sur l'argile. En fait, la compaction, on l'appelle la croûte de battance. C'est juste en surface, on a une croûte qui va se former dès qu'il pleut. Donc, on le voit un peu sur la photo. Ça se casse en fait très facilement. C'est pas des fentes comme sur l'argile où on arrive à rentrer la main. C'est juste en surface, dans le premier millimètre. Et ça, c'est lié au fait que quand les gouttes de pluie elles tombent, c'est elles qui vont retrier toutes les petites particules du sol et il y a une petite couche d'argile qui va se déposer à la surface du sol. Et donc, cette petite couche de croûte de battance, c'est simplement la fraction d'argile qui vient en surface et le limon est juste derrière. Donc, les sols limoneux font très facilement ce tri. Donc, on va avoir une croûte, ce qui, pour la germination, peut être un problème. Là, on voit les plantes, elles se battent un peu pour casser la croûte.
elles y arrivent, mais ce n'est pas non plus l'idéal quand on fait des semis. Voilà. Donc là encore, en fait, les solutions sont les mêmes que pour les deux autres sols, mais avec des quantités différentes. Pour éviter la croûte de battance, on évite le sol nu. Donc, si on a toujours un petit paillage, il n'y a pas de sol nu. À part que là, on n'est pas sur un sol sableux, donc on peut en mettre des quantités, ça va alimenter les micro-organismes et tout ça. Mais si c'est juste pour protéger la croûte de battance, le paillage est presque symbolique, on va dire. C'est éviter que les gouttes d'eau tombent directement sur le sol et fassent le tri entre les différentes particules. Et pourquoi on apporte quand même de la matière organique dans un sol limoneux, même s'il est fertile? C'est justement parce qu'il répond bien à la fertilité. Si on apporte de la matière organique sur un sol limoneux, les micro-organismes vont bien fonctionner, les vers de terre aussi, et du coup, on va vraiment voir le résultat de tout ce qu'on apporte. Ça va pas partir à la rivière de suite dans l'eau de drainage. Donc voilà, les solutions sont un peu les mêmes que pour le sol sableux, paillage et matière organique, mais on n'est pas sur les mêmes proportions et pas tout à fait pour les mêmes raisons. Alors, concernant les semences, Sylvain, je rajouterais que le rapport entre le paillage et les semences, euh, le paillage a un deuxième effet, c'est de cacher les jeunes pousses de tous les oiseaux. Oui. Et ça complique énormément le travail des oiseaux de venir piquer toutes les graines quand il y a un tout petit paillage qui est dessus. Ça camoufle vraiment les jeunes pousses, etc. Et ça sauve quand même pas mal de monde. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, voilà. Alors, du coup, on a parlé en fait d'argile, limon et sable. Ça, on a dit que c'était la texture. Et en fait, c'est donc la granulométrie. En fait, ce qui est important, c'est pas que la texture dans un sol, c'est ce qu'on appelle aussi la structure. Alors, là, j'ai une photo d'un sol qui est là devant chez moi. Alors, c'est le même sol à droite et à gauche. Seulement, c'est quoi la différence? C'est que à droite, j'ai des gros pâtés, ce qu'on appelle des agrégats. Et à gauche, j'ai pris ces pâtés et je les ai broyés. C'est le même sol, mais ça fait de la farine, quasiment. Ça fait voilà, des petits grains. C'est très très fin. Et alors, du coup, à gauche, je peux observer uniquement la texture, la taille des particules. Mais à droite, ce que j'observe, ces agrégats, ces morceaux de terre, c'est ce qu'on appelle la structure. Et la structure, c'est du coup plusieurs particules, donc que ce soit limon, argile et sable, qui se sont mises ensemble en agrégat et qui font un gros pâté, on va dire. Et ça, la structure, c'est un élément important de la fertilité. Mais pour comprendre comment ça se fait, comment cette structure se met en place et comment on arrive à avoir une bonne structure d'un sol, ben, il faut passer un peu à la chimie du sol. Donc, après avoir vu la physique du sol, on va parler un petit peu de chimie. J'espère que ça va aller. Vous êtes prêts? Alors, donc là, c'est le schéma un peu, un peu violent. Alors, du coup, on va commencer ici au centre. Vous voyez ma souris? Alors, en fait, dans le sol, quand on met de la matière organique, elle va se lier, elle va se décomposer pour donner l'humus et elle va se lier aux argiles pour donner ce fameux complexe mélange de matière organique et d'argile. C'est voilà, le complexe argilo-humique. Et c'est ça un peu une des bases des agrégats. Ça, c'est un agrégat, si vous voulez, au niveau un peu moléculaire. Et autour, donc, tout cet humus, ce complexe argilo-humique, si on part sur la chimie vite fait, il est chargé négativement. Donc, en électricité, on a le plus, on a le moins. Et ce complexe argilo-humique, il est chargé moins. Du coup, tout autour de ce complexe, de ce microagrégat, on va avoir des petites molécules qui sont chargées plus, des cations, qui vont se coller au moins, parce que le moins attire le plus. Donc ça, cette surface sur un sol donné, c'est la surface d'échange de cations. Et en fait, autour de chaque agrégat, on va avoir les nutriments des plantes qui vont se fixer. Donc,
quand on a un complexe argilo-humique qui fonctionne bien dans un sol, on a tous les nutriments que la plante a besoin qui seront là, disponibles dans le sol et qui pourront échanger avec les racines. C'est-à-dire que la racine, elle va libérer certains éléments dans le sol et en échange, elle va récupérer des éléments qui sont dans le complexe argilo-humique. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Voilà. Donc ça, c'était quand même un peu compliqué de parler de la structure sans parler de ça, parce que ça va nous suivre un peu. Alors, en fait, quand on parle de la chimie, du coup, on a vu... Oh, attends, on va revenir là. Pardon. On a donc vu qu'il y avait toutes ces molécules chargées plus, les cations, qui interviennent. Et souvent, quand on parle des types de sol, on s'intéresse assez vite à l'acidité du sol. Et l'acidité, en fait, c'est lié aux cations H+, qui sont donc présents dans le sol, qui sont présents dans l'eau, présents dans les racines. Donc, le H+, il y a beaucoup d'échanges qui sont liés au H+. Donc, quand on va mesurer, quand on va parler de pH du sol, parce que c'est une façon de distinguer différents sols, en fait, on va étudier la quantité d'H+ qu'il y a dans un sol, que ce soit dans le sol, dans la partie liquide, dans la solution du sol, ou que ce soit fixé sur ces complexes, ces micro-agrégats, en fait, sur la structure du sol. C'est là que vont se fixer les H+. Du coup, on revient à nos différents types de sols. Quand on dit qu'un sol est acide ou qu'il est alcalin ou qu'il est neutre, c'est que, donc quand on dit qu'il est acide, c'est qu'il a beaucoup de H+ disponible. Alors, et donc vous avez l'échelle acide à gauche, alcalin dès qu'on passe le neutre. Le neutre, c'est le pH de l'eau en fait, pH 7. Donc, comment estimer l'acidité du sol? Bon, alors il y a des méthodes. Il y a le papier pH, ça éventuellement, ça peut se trouver en pharmacie, ou ça peut s'acheter, c'est pas trop cher. Un pH mètre, déjà, c'est une petite machine, quoi. Donc, les analyses de sol aussi. Si vous êtes maraîcher, par contre, allez-y sur les analyses de sol, ça peut vous aider. Après, il y a toutes les plantes bioindicatrices qui vont nous aider à comprendre si mon sol est acide ou plutôt alcalin ou pas. Et puis après, il y a aussi la nature de la roche autour de mon jardin. Donc, on sait que certaines roches sont acides, d'autres plutôt alcalines. Donc, c'est ce qu'on va regarder pour comprendre, savoir si mon sol est acide ou s'il n'est pas acide. Alors, donc un sol acide, c'est un sol qui a un pH inférieur à 7. Alors, une des caractéristiques, du coup, c'est qu'il a une capacité d'échange de cations qui est très forte. Si je mets le vilain schéma, là, on est noyé sous les AH+. Et on a très peu de Ca2+, donc c'est l'autre molécule dont on parlera un peu plus tard pour les sols alcalins. Donc tous ces H+, ils vont être fixés, certains, mais ils vont pouvoir faire des échanges entre la plante et le sol. Et c'est ça qu'on mesure quand on mesure le pH. Alors, concrètement, on peut aussi regarder les plantes bioindicatrices. Ça, c'est facile. Donc, si vous avez dans votre environnement autour de chez vous tout ce qui est bruyère, fougère, châtaignier, myrtille, genêt à balai, renoncule, vous avez de très fortes chances d'être sur un sol acide parce que c'est vraiment des plantes qui aiment énormément l'acide. Après, sur les roches que vous avez autour, vous aurez un sol acide globalement si vous avez des roches de type schiste, granit. Le grès aussi, même si c'est une formation géologique différente, ça a été déposé par un fleuve, mais c'est des petites particules acides en général. Et toutes les roches volcaniques qu'on trouve, le basalte, tout ça qu'on trouve dans le Massif central par exemple. Donc, ça concerne globalement pas toute la France. En général, vous le savez si vous êtes sur un sol acide ou pas. Voilà. Et c'est souvent des zones un peu montagneuses, sauf peut-être le massif armoricain, mais qui était un massif à une époque. Voilà. Donc, il est en granit. Alors, les avantages d'un sol acide, c'est que souvent, il est riche en matière organique parce que ces échanges-là avec
avec les cations, enfin les H+, ça va bien faire fonctionner la machine matière organique. Et inversement, la matière organique va aussi un poil acidifier le sol. Donc, alors, quand on est sur un sol acide, il y a acide et acide. Un sol acide entre pH 6 et pH 7, c'est un sol acide qui est équilibré, vous vous posez pas de questions, le jardin, ça va bien fonctionner. C'est pas un gros problème d'avoir un sol acide pour faire du jardin. Ça se fait partout. Par contre, il y a quelques points de vigilance sur le sol acide. C'est que si on met trop de matière organique, ben, on va continuer à acidifier le sol. Donc, il vaut mieux y aller mollo sur la matière organique. Et puis, on a quand même aussi un risque de lessivage parce que on a beaucoup d'échanges là dans le sol, d'échanges de cations, tout ça. Mais du coup, c'est aussi des échanges avec des nutriments. Donc, il suffit que l'eau arrive et elle capte tous ces cations qui traînent dans la solution du sol, tous ces nutriments de la plante, pour que les emporte après un peu plus loin du jardin, dans la rivière. Donc voilà, et en particulier le potassium et le phosphore, c'est un peu, s'il y a des carences, en général, c'est là-dessus, sur les sols acides, voilà, c'est à surveiller. Donc du coup, voilà, c'est lié au complexe argilo-humique. En fait. Alors, Sylvain, Ouais. excuse-moi, comment tu fais pour pallier une carence de potassium et de phosphore? Alors justement, comment cultiver un sol acide? C'est la prochaine diapo. Donc juste, je reprends donc la matière organique pour éviter d'acidifier trop vite, on y va mollo quand même. Et après, on peut augmenter les quantités de matière organique si on sait que notre sol il est vivant et qu'il fonctionne à fond. Si on a plein de vers de terre et que dès qu'on met un paillage, en quelques mois, on retrouve plus le paillage, c'est que on a réussi, en fait, on a vraiment un sol vivant. Il y a des bactéries, des champignons qui travaillent à fond. Donc, ça veut dire qu'il faut les nourrir. Donc, pourra se permettre d'augmenter la matière organique. Mais moi, ce que je conseillerais, pour tous les apports qu'on fait, c'est qu'on le fait petit à petit et fractionné un peu dans l'année. Alors, du coup, je viens à l'histoire du potassium. Euh, bon, c'est plus facile dans les Cévennes parce qu'on a plein de fumier de brebis. Mais ce que je conseillerais, du coup, pour le potassium, c'est le fumier de cheval et de brebis et d'ovins. Mais c'est des fumiers qui sont assez forts, donc on ne les met pas purs. On les fait composter, on les prend un peu compostés, quoi. Il faut pas. Et si on les met purs, c'est en petite quantité. Mais en tout cas, c'est des fumiers qui sont assez riches en potassium. Donc ça peut permettre de pallier les carences en potassium. Et après, en phosphore, on peut mettre de la fiente de volaille. Alors là aussi, c'est très fort, donc on en met des petites quantités. Mais si on sait que c'est un point sensible, voilà, on peut jouer avec ces types de fumier. Enfin, ça, c'est les conseils que moi, je peux donner de mon côté, mais il y a sûrement d'autres bonnes idées. Après, il existe aussi, on peut rajouter des éléments euh, de- du potassium, en fait, qu'on achète, qui est autorisé en bio parce qu'il est issu des ressources naturelles, c'est pas fait en usine. Voilà, après, moi, je suis jamais rentré là-dedans, mais c'est vrai que les maraîchers professionnels, pour être sûr de leur coût là, sur les tomates, en général, ils en mettent un peu, même en bio, enfin pas tous, hein, mais certains, voilà, ils rajoutent du potassium en minéral en fait, qui a été pris sur des roches riches en potassium, quoi. Il y Voilà, a, voilà. il y a également la cendre. Ouais, alors il y a la cendre aussi, ouais, c'est vrai. J'avais pensé le mettre, mais et c'est pareil, par contre, on abuse de rien. C'est pour ça que je mets matière organique variée. Ben, d'une part, parce que si on commence à, à mettre des grandes quantités puis toujours le même, on risque de créer un déséquilibre. Donc la cendre, il y a d'autres contre-indications en fait si on vraiment on en abuse. Alors
Voilà, je crois. Il faut saupoudrer sur 1 m². On va mettre une poignée de cendre. C'est ça, ouais. Et si on s'amuse à mettre de la cendre contre les limaces, on va le faire 1 fois, 2 fois, mais pas toute une saison parce qu'au bout d'un moment, le sol il va avoir du mal à, à utiliser tout ce potassium, à utiliser tous ces éléments qui sont dans la cendre. Et on va bloquer, on va faire un excès de ces éléments dans le sol, ce qui est dommage. Donc voilà, on essaie de varier, surtout sur les sols acides. Je pense. Oui, sachant que dans la cendre, il y a beaucoup de. Mince. Alors, il y a un peu de calcium dedans, et puis il y a de la chaux. Enfin, c'est de la chaux Oui, essentiellement. voilà, ça peut brûler aussi un petit Mm. peu. Est-ce que ça va remonter le pH? Parce que la chaux, c'était le point d'après, le chaulage. En fait, quand on a un sol acide, on peut conseiller de répandre de la chaux sur le sol. Alors, je ne sais pas si ça marche avec la cendre pour ça. L'idée, c'est que la chaux, elle va se décomposer et elle va faire en plusieurs molécules, dont les OH-, du coup, c'est la soude en fait. Et ça va être quelque chose de très basique. Or, on a un sol acide, on rajoute quelque chose de basique. Donc, logiquement, ça devrait remonter le pH et permettre d'avoir un peu plus cette fertilité qu'on aimerait avoir, qui manque parfois en sol acide. Dans les faits, c'est pas évident Mm. parce que on change pas le pH d'un sol comme ça. Le sol, il est assez stable il y a plein de sols acides où on a essayé de faire du chaulage et ça n'a rien changé parce que il y a d'autres mécanismes qui entrent en jeu, les micro-organismes, les champignons, les plantes, qui vont faire en sorte qu'elles vont absorber et décomposer la chaux sans que le pH change. Donc, vous pouvez essayer, si vous êtes sur un sol légèrement acide, il paraît que ça marche bien. Si vous êtes sur un sol franchement acide, comme ici dans les Cévennes, voilà, bon, faites un essai, mais je conseille, enfin, c'est pas sûr que ça marche, quoi. En tout cas, voilà, un bon paillage, là encore, c'est utile pour justement pour éviter que tous les éléments de la matière organique partent parce que on a beaucoup d'éléments fertiles quand même dans le sol, mais si on les garde pas, notre sol n'est pas fertile, tout part à la rivière, ce qui est bien dommage. Euh, alors, il y a des plantes qui aiment beaucoup l'acidité, beaucoup, enfin voilà, les fruits rouges, les myrtilles, les myrtilles ne poussent que sur sol acide, donc voilà, mais si vous n'avez pas un sol acide, n'essayez pas forcément. Après, courge patate, ça pousse partout, mais sur sol acide, ça pousse quand même bien. Les artichauts, le châtaignier qui pousse bien sur sol acide aussi. Voilà pour les plantes un peu qui aiment bien l'acide. Ensuite, alors, si on continue toujours sur la chimie du sol, on en vient au sol calcaire, ça, on en parle souvent aussi. Alors, le sol calcaire, il a d'autres caractéristiques qui sont globalement un peu opposées. Alors, j'ai mis les vilaines réactions, mais c'est intéressant. En fait, c'est opposé à tout ce qu'on trouve sur le sol acide. Donc, le calcaire, c'est quoi? Le calcaire, c'est la molécule, c'est CaCO3. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le CaCO3, il peut se casser en deux, donner du CO3 de moins d'un côté et du Ca de plus. Et ce qui nous intéresse, bon, le CO3-, 3 de moins, il va être utilisé, bon, voilà, il va être utilisé et il va donner, avec de l'eau, et il va donner du OH-. Et le OH-, c'est ça qui fait que c'est la base, en fait, c'est quelque chose de basique, c'est l'inverse d'acide, c'est un peu comme la soude. Donc, du coup, quand on a du CaCO3, donc du calcaire, avec de l'eau, on va avoir des réactions chimiques qui vont faire qu'on va avoir un sol qui va être plus acide que si on n'avait pas de CaCO3, de carbonate de calcium, quoi, du calcaire. Donc, c'est intéressant de voir qu'on on aura dans le sol facilement du OH-, cette molécule, et on aura aussi une autre molécule, le Ca2+. Alors, le Ca2+, on l'a déjà vu dans le gros schéma sur le complexe argilo-humique. C'est aussi un cation qui est sur la surface d'échange cationique. Et en fait, il a un rôle très particulier, ce Ca2+, parce qu'il va aider à former le complexe argilo-humique. En fait, il va faire le lien entre les argiles d'un côté et l'humus, donc la matière organique de l'autre. Du coup,
Alors, bon, ouais, je vais revenir là. Je voulais juste vous montrer le vilain schéma. On va être, au lieu d'être blindé de H+, on est blindé de Ca2+. Et Ca2+, ils sont aussi dans le complexe argilo-humique. Ils sont sur la surface et ils sont dans le complexe argilo-humique. Donc, voilà, ce n'est pas tout à fait le même schéma que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça un peu qui fait la différence entre sol acide et sol calcaire. Alors, on a du calcaire on peut mesurer le calcaire total, mais on peut avoir du calcaire qui est stable aussi, qui ne va pas réagir en Ca2+, comme ça. Donc celui-là, ça va faire un calcaire qui n'est pas trop excessif, qui est équilibré. C'est un sol calcaire sur lequel on ne va pas voir trop la différence, ça va bien fonctionner. Et après, ce qui est important, c'est s'il y a du calcaire actif, c'est lui qui va faire du Ca2+. Donc, d'un côté, il va faire un bon complexe argilo-humique. De l'autre, si on a un excès de cation, on peut avoir deux, trois soucis. On va voir plutôt. Donc, le pH, donc on a dit que c'était si c'est au-delà de 7, quoi, on dit que c'est alcalin. Et si on observe autour du jardin que vous avez cette roche-mère, ce calcaire, cette roche blanche, c'est que votre sol est aussi calcaire et vous avez un sol qui est globalement assez clair. Voilà, il n'est pas trop foncé. Alors, les avantages, c'est que vous allez avoir un complexe argilo-humique qui est bien costaud. Donc, ça va quand même bien fonctionner. Les échanges entre la plante et le sol. Mais ce qui est la différence avec le sol acide, c'est qu'on va avoir une plus grande porosité parce que les complexes argilo-humiques vont faire des particules plus grosses. Donc l'eau, elle pourra mieux circuler entre les différentes particules. Donc ça va être bien et pas bien, mais c'est-à-dire que quand on va arroser l'eau, oui, elle va partir assez vite, mais du coup, quand il y a trop d'eau, ça va quand même partir aussi. On ne va pas s'asphyxier, avoir des nappes d'eau sous la plante. Et puis l'eau, elle permet aussi les échanges entre les éléments, avec les éléments fertilisants, les éléments qui vont nourrir la plante. Donc c'est quand même bien d'avoir une porosité calcaire, c'est une porosité équilibrée. C'est pas comme on avait sur un sol sableux, c'est pas non plus une porosité excessive, mais c'est quand même un avantage quoi d'avoir cette porosité. Le sol globalement il est léger et du coup on a une bonne fertilité quand même sur un sol calcaire. Alors il y a juste un point de vigilance, c'est que quand on a trop de calcaire actif, on va bloquer quelques éléments nutritifs de la plante et en particulier le fer. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle des chloroses ferriques. Donc, si vous avez vraiment dans le jardin pas mal de plantes qui commencent à devenir jaunes, qui ont des feuilles qui deviennent jaunes, c'est une chlorose. Alors après, il faut essayer de mener l'enquête pour savoir si elle vient du fer, mais c'est possible que ce soit l'excès de calcaire qui cause cette chlorose. Donc c'est voilà, c'est un des bémols. Mais globalement, si vous avez un sol calcaire qui n'est pas excessivement calcaire, vous n'aurez pas ce problème-là. Et donc les points de vigilance aussi, on a quelques espèces qui ne supportent pas le calcaire. C'est les mêmes qu'on a vu tout à l'heure et qui aiment l'acide. Donc la myrtille, le châtaignier, les framboisiers, bon, sur sol calcaire, ils ne vont pas faire des miracles, quoi. Ils aiment bien quand même un sol bien acide. Voilà, voilà. Alors, comment les éléments un peu pour cultiver? Donc, toujours pareil, il y a un peu toujours les mêmes recettes, mais c'est toujours pour des raisons différentes. On apporte de la matière organique. Donc, l'idée sur un sol calcaire, c'est justement, on a des bons complexes argilo-humiques, on a de l'eau qui circule entre les particules. Donc, si on apporte de la matière organique, ça va arriver assez vite à la plante. Donc, on en profite. Par contre, comme pour un sol sableux, si c'est quand même un peu trop drainant, ben, il va falloir pailler pour éviter que l'eau parte trop vite à la rivière, qu'elle reste quand même un peu autour de la plante. Et après, ben, les engrais verts, ils vont être intéressants si on part sur des engrais verts plutôt type légumineuses, ça va être assez bien sur les sols calcaires parce que tout ce qui est l'azote en fait dans le sol
Sur les sols calcaires, il va être tendance à être lessivé assez facilement, il va partir dans l'eau. Donc, c'est le moment de jouer avec les légumineuses. Voilà, si vous mettez un peu de luzerne, de baisse, tout ça, sur le sol calcaire, ça va bien. Voilà pour le sol calcaire. Alors ensuite, j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. On parle de matière organique à longueur de visio école buissonnière, hein, donc je ne vais pas tout reprendre sur ça. Globalement, vous pouvez avoir des sols qui sont pauvres en matière organique, donc ça, ou riches. Donc ça, c'est aussi une façon d'aborder les différents types de sols. Souvent, dans les sols cultivés, on a un taux de matière organique qui est de l'ordre de 2%. C'est assez minable, mais c'est souvent le cas parce que on a des méthodes de jardinage assez classiques où on met un peu le sol sous perfusion. Chaque année, on met de la matière organique et puis en fait, à la fin de la saison, il n'y a plus rien parce que on va dire le sol il n'est pas vivant, on n'a pas assez de micro-organismes pour maintenir tout ça. Alors l'objectif quand on parle de permaculture et quand on dit pailler, euh, éviter de travailler le sol, c'est d'arriver à avoir justement tout ce sol vivant, donc avec les micro-organismes, les champignons, les vers de terre, et c'est eux qui vont gérer eux-mêmes la matière organique. Et quand c'est eux qui gèrent, on leur en apporte une bonne quantité, mais ils vont la maintenir, ils vont la stabiliser dans le sol. Du coup, sur les systèmes où il y a peu de travail du sol, les systèmes en permaculture, là où on avait 2% d'un côté sur un jardin normal, on peut atteindre 10% de matière organique. Donc c'est pour ça que on propose un peu toujours les mêmes solutions, paillage, matière organique, mais voilà, ça a du sens. Et une fois que vous avez une matière organique qui est à plus de 10%, votre fertilité dans le sol, elle se renouvelle elle-même. Donc, vous allez continuer à en mettre, hein, parce qu'après, il faut nourrir les micro-organismes. Mais vous avez un sol qui est quand même fertile et vous devriez voir la différence. Alors, donc, on a plusieurs types de matière organique. Justement, quand on parle on a quand on parle de l'humus, c'est la matière organique qui est stable. Donc, quand on atteint 10% de matière organique parce qu'on a mis beaucoup de paillage et de compost et tout ça, c'est qu'on a réussi à créer de l'humus et on a une matière organique qui est stable. Et on a vu justement dans mes gros schémas là que si on a de l'humus, on a des échanges de cations, on a une capacité d'échange cationique qui est importante. Du coup, on a un accès des échanges entre les nutriments. La plante, elle ne va pas galérer à trouver les nutriments dont elle a besoin parce qu'il y a justement cet humus, ce complexe argilo-humique qui est important. Donc, c'est pour ça l'idée, c'est d'avoir de l'humus et de la matière organique stable. Et après, la matière organique mobilisable, c'est elle qui va donner les nutriments, donc que ce soit l'azote, le potassium, le phosphore. Donc, quand on a des grandes quantités de matière organique dans un sol, on a ces deux types de matière organique. Donc, savoir si vous avez beaucoup de matière organique dans votre sol ou pas, une bonne façon de voir, c'est simplement la couleur du sol. Quand un sol qui est riche en matière organique, il est globalement assez sombre, il est foncé, alors un sol qui est pauvre, il va être plus clair. Alors après, je vous ai parlé du calcaire qui faisait un sol plus clair. Voilà, bon. À vous de faire vos petites enquêtes en fait. Mais si vous êtes sur un sol calcaire et que vous avez un sol de jardin qui est foncé alors que chez le voisin c'est un sol clair, c'est que vous avez gagné, vous avez un jardin qui est riche en matière organique. Donc voilà. Ensuite, on peut voir aussi dans le sol, vous avez des résidus de matière organique. Là, dans ce que je vous ai montré, il y avait des petites racines, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits machins qui... bon, voilà, on ne voit pas, tant pis. Et, dans mes agrégats, moi, j'ai toujours des petites racines de plein de plantes. Donc ça, c'est des résidus de matière organique, vous pouvez les voir. Et ensuite, si on a beaucoup de matière organique, on a donc une structure du sol on a un sol qui est très bien structuré, donc on va avoir des gros agrégats, comme sur la photo que je vous ai montré, la partie à droite, voilà, des gros morceaux de sol. Donc ça, vous pouvez le voir aussi vous-même chez vous. Évidemment, après, il y a les analyses, on peut faire des analyses aussi. Voilà, donc pour finir, paillage, matière organique, engrais vert.
C'était un peu la conclusion facile, hein, mais c'est ce que je vous ai conseillé pour tous les types de sols. Alors pourquoi ça? Mais à chaque fois, il y avait une raison différente. Alors on peut jongler un peu plus. On a vu, voilà, sol pailleux, on va mettre une bonne couche, vraiment une grosse couche de paillage. Sol acide, on va avoir une matière organique plus compostée. Donc il faut jongler avec ça. Mais en fait, finalement, le type de sol que vous avez en France, il n'y a pas de grande surprise. Vous pourrez toujours faire du jardin. Vous aurez quelques galères, mais si vous appliquez paillage, matière organique et si vous avez la possibilité engrais vert, ça devrait le faire. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, avant de terminer, je voulais en profiter. Si certains d'entre vous ont des questions sur des difficultés qu'ils ont en ce moment, ou ils ont des questions sur le sujet de ce soir ou sur d'autres sujets qui sont en rapport quand même avec le jardin, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on va les prendre pour y répondre. En attendant, je fais les quelques annonces pour vous dire que le mois prochain, on va parler de la récolte et de la conservation, comment gérer la fin de la saison et puis avec certaines choses qui sont en abondance, comment on peut les conserver. Ce sera certainement Philippe qui va nous en parler un peu plus et peut-être aussi Sylvain. On aura d'autres invités pour continuer les deux séries que nous avons actuellement sur les Joseph. Donc, on aura, alors je ne peux pas vous dire encore qui parce que j'en ai plusieurs en cours, mais on aura le mois prochain, normalement, un invité pour les Joseph en Afrique. Et puis en septembre, on aura un invité suisse sur de la distribution alimentaire en circuit très court à vélo. Voilà, ça sera très intéressant de voir ce qui se fait. Pendant ce temps, je vois pas de questions, donc j'imagine que vous n'en avez pas en ce moment, ce qui me surprend. Il n'y a personne qui se plaint parce que... Alors, Sylvain, moi j'en ai une. Vas-y. Allez, Quand tu parles en fait de couverture de sol, surtout en fait avec du paillage, euh, comment est-ce que enfin quand tu dis paillage, c'est quoi? C'est de la tonte, du foin, de la paille, euh, du BRF. Qu'est-ce que toi tu utilises ou conseilles sur les différents types de sols? Ouais. Alors, ah oui, j'ai oublié de le dire en introduction. Je suis pas super bon sur le paillage chez moi. Donc, si vous venez chez moi, voilà, mais je vous donne tout ce que j'aimerais arriver à faire. Je suis en chemin. Voilà. Euh, alors, moi, ce que je conseille et ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un peu de tout. C'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. En fait, du coup, si vous mettez du paillage de végétaux verts, donc le résidu de tonte, ça va se composter assez vite et ça va faire un bon compost assez riche en nutriments. Ça va enrichir le sol, quoi. Par contre, c'est pas forcément ce paillage-là qui va arrêter les mauvaises herbes. Après, si vous passez sur de la paille, là, on est sur du sec. Donc, c'est une matière organique qui est riche en carbone. Il n'y a pas beaucoup d'azote. Alors, il y a plusieurs utilités à la paille. Si vous mettez une grande quantité, elle va rester sèche et ça va arrêter les mauvaises herbes. Ça, c'est pas trop mal. Si on parle après d'un point de vue du sol, l'idée c'est que quand même elle se composte un jour, ce qui va arriver. Et du coup, le compost qui va être issu de la paille, il va apporter du carbone qui est utilisé dans l'humus. Donc c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir de la paille et d'avoir du carbone et pas que des déchets de tonte qui sont, quand ils vont se composter, ils vont donner plutôt de l'azote. Mais l'azote, c'est important. Voilà, il faut un peu de tout. Et enfin, si vous passez sur du BRF, donc le BRF, c'est du bois. Donc le bois, c'est aussi du carbone, un peu comme la paille, hein. Donc ça peut se composter tranquillement. Mais l'avantage du bois par rapport à la paille, c'est que on va arriver avec le bois à développer plus facilement les champignons. Alors qu'avec la paille, on va fonctionner avec les bactéries, les microbes, hein, les micro-organismes.
Donc, apparemment, ce qui est arrivé, j'ai entendu ça, c'est qu'il y a des gens qui avaient mis que de la paille pendant des années, et au bout d'un moment, ils ont bloqué leur sol. Ils avaient quand même un sol qui était compacté, et ça, c'est comme si il y avait une partie où les vers de terre n'arrivaient plus à percer pour aller prendre la paille qui était en surface. Et ils se sont dit qu'il manquait quelque chose encore dans la vie biologique. Et quand ils ont essayé de mettre du BRF, du bois, ils ont eu de suite beaucoup plus de champignons et les micro-organismes se sont développés et les vers de terre ensuite. Donc, on a 3 ressources à notre disposition, même 3 ou 4. Mais oui, voilà, on peut dire il y a le fumier aussi. Le fumier, c'est très azoté, donc c'est pour nourrir la plante directement ou sur du court terme, quelques mois. On met du fumier en début de chaque saison, c'est super. On nourrit aussi les micro-organismes avec l'azote. Les déchets de tonte, ils vont faire de l'azote une fois qu'ils seront compostés dans le sol. Donc, il y a un petit délai. La paille, elle va enrichir le sol en humus par le carbone. Et le bois aussi va enrichir le sol en humus, mais en plus, il va favoriser les champignons et activer la vie du sol. Je ne sais pas, sûrement David, peut-être des choses à compléter, mais ça va. Non, je pense que on a tout un. S'il y a des gens qui ont envie d'en savoir plus, on a tout un cours qu'on a fait 2 fois d'ailleurs sur la gestion des matières organiques. Donc, si quelqu'un qui souhaite en savoir un peu plus sur comment gérer son paillage et quel style de paillage, eh bien, il suffit de regarder dans la playlist sur YouTube et sur les 2 playlists. À chaque saison, première saison, on a vu ce cours-là et deuxième saison également. Est-ce que Philippe, tu as encore une question? Non. Eh bien, si personne n'a d'autres questions, ben, je vais vous remercier à chacun pour votre participation. On va arrêter là pour ce soir. Je vais vous dire au mois prochain. Et puis, je vais pouvoir charger cette vidéo pour la mettre sur YouTube pour ceux qui n'étaient pas là ce soir et qui voudront la regarder en replay dès demain. Alors, encore merci à chacun. À très bientôt. Et puis, bonne soirée, bon week-end. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.